Donc on passe tous à l'Arsaf, vous avez déjà parlé. Le quatrième, Mintad l'Iqtisad. Oui. Alors, Mintad, c'est traduit par le ballon, mais ça ne donne pas le sens que, en arabe, dans la civilisation arabe, Mintad, ça a une longue histoire, c'est un décollage vertical. Alors, si je veux traduire ça, il faudrait que je traduise le décollage vertical de l'économie. Sinon, ça ne donne pas le même sens, Mintad. Bon, le Mintad, ça se traduit par le ballon. Ils ont mis l'image dans votre... Voilà. Oui, mais c'est l'image qu'il fallait mettre, hein, parce que pour représenter quelque chose qui n'est pas linéaire, ce qu'on a vu en réalité au bout de 3 siècles, c'est un décollage vertical de la production, aussi bien de la quantité que de la qualité que du mode. Tous les niveaux de la production économique a connu un décollage vertical. Et c'est ce décollage vertical qui a, entre autres, été l'espace qui a favorisé la révolution industrielle. Donc, le décollage de la science économique était en amont de la révolution industrielle et en aval aussi. Donc, il y a tous les ouvrages qui ont précédé la révolution industrielle, et c'est de là que j'ai parlé dans le premier volume de Mintad. Et il y a la seconde vague de l'évolution qui se trouve dans le second volume de ce Mintad, qui parle de l'évolution qui a été faite en aval. Mais comme cette évolution en aval était continue, on est parti de Adam Smith et par la suite Jean-Baptiste Say. Bon, Adam Smith c'est 1776, alors que Jean-Baptiste Say c'est 1803-1805, ces livres étaient. Bon, à l'époque napoléonienne. Et par la suite, on a eu Ricardo, 1815 et 1830, ce sont les dates de ses principaux ouvrages. Donc, il y a une continuité. Et c'est cette continuité qui m'a amené, lorsque j'ai édité les livres la deuxième fois, je rappelle que la première édition a été victime de cette autodafé. Alors, quand j'ai fait la réédition de ces livres, à partir de 2012, j'ai pris une partie de ce Mintad et je l'ai mis dans le même livre qui est le quatrième, plutôt là ce sera le cinquième, parce qu'il y a une continuité. Alors qu'au début c'était dans le Mintad lui-même, parce que ce sont 2 phases de cette ascension verticale, ascension économique. Et là, ce qui résume cette ascension verticale, c'est l'accès à la domination et la suprématie absolue de quoi? Des catégories économiques. Pour la première fois dans l'histoire, on assiste à une domination des catégories économiques. Alors que dans l'époque pré-capitaliste, c'était plutôt les catégories politiques qui dominaient. Ce qui caractérise le système capitaliste, c'est que pour une fois, les catégories économiques sont passées à la domination, à l'état de domination. Et à partir de ce moment-là, c'est-à-dire la fin du XVIIIe siècle, jusqu'à nos jours, on assiste à cette suprématie, cette domination absolue, ce dictat des catégories économiques. 5e livre, Cheikh, Ta'adul. Le 5e livre, là, son nom est difficile à traduire. Ta'adul. Ta'adul, c'est en fait la contradiction entre 2 processus causaux. Je suis obligé de traduire un seul mot par deux longues phrases. Je ne peux pas y échapper parce que le mot même en arabe, je l'ai confectionné à partir du mot avala. On trouve dans les anciens dictionnaires Adol al-Jarad, c'est-à-dire les criquets. On décrit les criquets, comment ils sont l'un sur l'autre d'une façon inextricable.
cet état-là, ça s'appelle, ça est représenté par le verbe adala, d'où le nom de mu'dila. Mu'dila, c'est le casse-tête, c'est la question insoluble. Donc, alors on a dans la littérature arabe adala, on a mu'dila, mais ta'adul, on n'en a pas. Alors, il n'y a pas de raison, parce qu'on n'a pas eu besoin de ça, ni plus ni moins. Et la langue arabe, c'est une langue déductive. C'est pour cela que j'ai déduit ta'adul, comme j'ai déduit plein d'autres termes pour subvenir à des besoins scientifiques réels. Alors, ta'adul, c'est quoi? C'est un rapport de contradiction entre deux processus. Ce n'est pas entre deux phénomènes fixes. Mais il y a aussi une autre caractéristique dans ces deux processus en contradiction, c'est qu'ils doivent être des processus causaux. C'est-à-dire deux processus qui ont des effets sur un même sujet. Alors, l'un ou l'autre doit partir. Mais si ni l'un ni l'autre ne veut partir, le résultat de cette contradiction causale, traduisons ça comme ça, par contradiction causale, le résultat de cette contradiction causale, c'est que le sujet va se voir divisé, partagé. Avec cette contradiction causale, on obtient les clivages sociaux et on obtient l'effritement des empires et on obtient la transformation d'un système cohérent en un ensemble hétérogène de sous-systèmes en cohabitation. Parce que c'est ça la solution possible, unique de ce phénomène de contradiction causale. Alors, reprenons le titre. Ici, la contradiction causale de quoi? Des écoles économiques. Entre les écoles économiques. Et ça s'est passé quand? Ça s'est passé à partir de l'apparition du célèbre livre La richesse des nations de Adam Smith, donc en 1776, jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et là, toutes les écoles de pensée économique ont eu droit de citer sans que personne n'ait eu la possibilité d'exclure l'autre. Ils ont toutes, y compris les plus farfelus de ces écoles, entre guillemets, ils ont toutes eu leur part de légitimité. Et ils ont toutes eu même des droits à des expériences. Alors, pour ne citer qu'un cas très connu, l'expérience de Utopia. Il y a des gens qui sont allés dans l'Uruguay ou le Paraguay, je ne me rappelle plus, l'un des deux pays, pour faire une colonie où ils vont expérimenter une sorte de socialisme. D'où le socialisme utopique. Donc, toutes les écoles que vous imaginez au XIXe siècle ont eu leur part d'audience. Et donc, le phénomène, c'est cette contradiction causale, c'est ta'adul, qui caractérise un effritement de la légitimité. Il n'y a pas un référentiel unique qui aurait pu s'imposer le long de tout un siècle et demi. Alors, c'est pour cela que le XIXe siècle, c'est le siècle le plus riche en idées, le siècle le plus tumultueux, le plus bruyant, par la suite, comment s'est résolu toutes ces contradictions? Comment se sont-elles résolues? Alors, comme tout désordre, il ne peut être remplacé par un ordre que dans le cas où quelqu'un peut imposer sa propre loi sur les autres. Et donc, c'est un peu la loi de la jungle.
qui a dominé pour que finalement, ce n'est pas forcément les meilleures idées qui en sont sorties complètement blanchies. Donc on a de très bonnes idées enterrées, à jamais peut-être, comme le saint-simonisme. Et on a eu des idées terriblement machiavéliques qui ont pu s'imposer, telles que le néolibéralisme, théorie néoclassique. Bon, entre ces deux-là, il y a eu beaucoup d'autres théories, bien sûr. Il y a aussi l'anarchisme qui a finalement cédé la place après une grande lutte à une sorte de contestation et de protestation plus raisonnable, à savoir les mouvements marxistes. Mais ça a pris tout un siècle et demi, jusqu'à la Première Guerre mondiale, et par la suite, alors comme disent les Arabes, la sawta ya'lu fawqa sawt al-ma'raka, nul bruit ne peut être au-dessus de celui de la bataille. Donc, quand les canons commencent à tonner, et voilà, donc les plumes n'ont qu'à se ranger, quoi. Et donc, voilà, c'est l'époque du grand arbre qui a été décrit dans ce 5e livre. Donc c'est bien une étude comparative des oui, principales écoles. Comparative, analytique, critique. Au 19e siècle. Oui. Pas seulement au 19e. Hein, quand même, j'ai ajouté ce qui est en aval de la révolution industrielle, c'est-à-dire ça commence avec Adam Smith. D'accord.